Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue donc dans cette deuxième séance du cycle de webinaire de l'OPI. Donc merci d'être aussi nombreux et encore une fois, désolée pour ce retard et pour ces problèmes techniques. Donc si vous ne connaissez pas l'OPI, je vous invite à visionner le premier webinaire, notamment l'introduction, et à vous rendre sur le site internet www.insect.org, et ce site va aussi s'afficher dans la conversation. Donc, après une entrée dans le monde des insectes par l'observation et l'émerveillement, nous vous proposons aujourd'hui d'aborder un thème très vaste qui est l'histoire des relations entre humains et insectes. Donc c'est Valérie Chanzigo, historienne des sciences, qui va adopter ici un angle qui se situe dans l'interstice de ceux plus habituellement choisis lorsqu'il s'agit d'analyser les relations entre humains, non-humains et environnement. Donc au-delà des théories conceptuelles qui s'appliquent parfois mal aux faits empiriques, elle met en évidence la place centrale des sciences humaines et sociales dans la réflexion sur les causes de l'effondrement de l'entomofaune et plus largement de la biodiversité. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions et réagir dans la conversation. Et normalement, s'il nous reste du temps, il y aura un temps spécifique pour ça dédié à la fin. Et je laisse la parole à Valérie Chanzigo et vous souhaite une très bonne écoute. Alors, tout d'abord, bonjour, merci de venir à ce webinaire consacré à la question des insectes du point de vue de l'histoire. Et ce que je vais vous proposer initialement, c'est de s'interroger sur cette question de à quoi ça sert que de parler d'histoire lorsqu'on a envie de parler d'insectes, d'entomofaune et des questions de protection, de sauvegarde de ces insectes et de cette entomofaune. Vous verrez, je vais vous donner trois grands exemples de ce que peut apporter un regard historique sur cette question. Le premier concerne les préjugés. Le second, la question de la place des insectes dans l'histoire humaine, de façon positive ou négative. Et la troisième partie abordera la question spécifiquement des pesticides, parce que c'est un sujet que l'on connaît en définitive assez peu. Il n'y a pas de livre d'histoire sur les pesticides, en tout cas jusqu'à présent, et c'est quelque chose qui manque. Alors, peut-être un petit mot pour me présenter. Je suis historienne des sciences et de l'environnement. Je m'intéresse en fait à l'histoire des rapports entre notre espèce et le monde naturel, en particulier les animaux, et en particulier dans les animaux, mais pas de façon unique, aux petites bêtes. J'ai beaucoup travaillé à une époque sur les araignées, et ça a été sans doute à cause d'elle que je me suis intéressée très tôt à la question des préjugés, parce que je voyais des réactions très étonnantes chez certains de mes interlocuteurs à qui je parlais justement des araignées, qui me paraissaient complètement inadéquates par rapport à l'objet en fait des araignées. Lorsqu'on se penche sur l'histoire, bien sûr, c'est se pencher sur les textes historiques, les traces laissées dans le passé par les personnes qui nous ont précédés. Et je vais vous donner un petit exemple avec un texte de Lamarck. Alors, Lamarck, c'est quelqu'un que l'on connaît au moins de nom. On n'a pas forcément lu ses écrits. Il faut dire que ce n'est pas un auteur facile à aborder. Et il a une place particulière dans l'organisation du Muséum national d'histoire naturelle à la Révolution française, parce qu'il reçoit, il espérait en fait un poste de botaniste,
mais ce poste est pourvu et il reçoit en contrepartie le poste dédié aux invertébrés, une sorte d'ensemble absolument pléthorique d'espèces. Et à l'époque, c'est un vaste bazar et il va avoir le mérite d'organiser tout ça. Il écrit, alors non pas en 1807, c'est en 1817, je suis désolé, il y a une petite coquille sur la présentation. Il écrit: l'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. C'est un texte qui paraît extrêmement lumineux parce qu'il décrit ce que l'on ressent beaucoup au jour d'aujourd'hui, notamment cette idée que l'être humain semble bien engagé à s'éliminer après avoir rendu le globe inhabitable. C'est une belle formule. Et là, pour le coup, l'histoire est intéressante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un grand texte de Lamarck, c'est un tout petit texte. C'est un texte paru dans une encyclopédie d'histoire naturelle et Lamarck est chargé d'écrire l'article sur l'homme. Et dans cet article, il présente l'espèce humaine et il emploie le mot d'égoïsme. Et pour lui, ce mot est suffisamment important pour développer une longue note dans laquelle se trouve ce texte. Autrement dit, ce qui est intéressant, ce n'est pas le degré comment dire, de clairvoyance, d'analyse brillante de Lamarck, c'est le fait que c'est un texte qui n'avait aucune chance, jamais, de nous parvenir parce que paru dans les limbes de la production naturaliste. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée, en fait, n'est pas propre à Lamarck. Certes, Lamarck était clairvoyant, mais encore une fois, c'est une perception. Là aussi, l'histoire nous est utile pour cela, c'est qu'il n'est pas isolé. Beaucoup de gens pensent exactement la même chose à la même époque. Et l'histoire nous fournit une troisième chose, c'est-à-dire non seulement des indices comme ça historiques, le fait de pouvoir le replacer à leur juste place, qu'est-ce qu'ils avaient comme valeur à leur époque, mais également de nous alerter sur autre chose, à savoir que on a l'impression que au début du 19e, on avait cette perception très nette que quelque chose n'allait pas dans notre gestion de ce qu'on appellerait la nature, l'environnement, avec le terme contemporain. Et pourtant, ça s'est constamment dégradé. Quelque part, ça n'a servi à rien, ce premier témoignage, cette première alerte. Et ça aussi, l'histoire nous renseigne sur les raisons des échecs. C'est-à-dire, l'histoire ne sert pas simplement qu'à explorer les grandes conquêtes de l'esprit humain, les grands pans de l'histoire, mais également de tout ce qui ça nous permet de mieux comprendre tout ce qui n'a pas marché au fil du temps et pourquoi ça n'a pas marché. En tout cas, d'essayer d'avoir des éléments de réponse pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Je pense que les échecs sont souvent beaucoup plus instructifs que les réussites. Bref, le premier sujet, c'est de vous parler des préjugés. En fait, il y a une question qui paraît qu'on pourrait vous poser. En fait, elle figurait dans ces quiz. C'est à votre avis, est-ce que les peuples premiers, les peuples de chasseurs-cueilleurs, par exemple, ont des préjugés à l'égard de la nature? Et il y a fort à parier que vous auriez répondu probablement non, ils n'ont pas de préjugés. En fait, dès lors qu'on regarde l'intérêt de notre espèce pour la nature, on découvre tout le temps et partout des préjugés. Je vais vous en donner un exemple. Lorsqu'on observe, on étudie les peintures rupestres des grottes préhistoriques, on se rend compte que nos ancêtres préhistoriques avaient des centres d'intérêt extrêmement précis et relativement monotones, parce qu'on y voit des mammifères comme ce bison, également beaucoup de chevaux, c'est à peu près tout, c'est-à-dire qu'on ne voit figurer que des grands mammifères, pas des petits, il n'y a nulle part des rongeurs, nulle part des chauves-souris. Là, ce que l'on voit autour de ce cheval
qui peut être vu comme des plantes ne sont pas des plantes, c'est probablement des harpons utilisés par les chasseurs de cette époque. Et si on regarde la diapositive d'après, c'est essentiellement des proies. De temps en temps, il y a des prédateurs, mais pas fréquents. Et beaucoup plus rarement, il y a autre chose que des mammifères. Et on va trouver sur la grotte de Cosquer des représentations d'oiseaux, notamment ici un grand pingouin qui a disparu du fait de l'homme. Et ces représentations d'animaux autres que des grands mammifères est vraiment en nombre extrêmement réduit. C'est-à-dire, il y a déjà un préjugé à l'intérieur des grands vertébrés, mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a nulle part d'insectes représentés de façon certaine, sauf de façon, encore une fois, il y a quelques exemples dans le monde, mais c'est vraiment très, 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 très marginal. Et les plantes ne sont jamais représentées, c'est le cas en Europe de l'Ouest, et lorsqu'elles sont représentées, c'est toujours sous forme d'arbres. Il n'y a nulle part des représentations de racines, de fruits, c'est toujours des arbres qui sont représentés et bien sûr on retrouve ces grands mammifères qui sont chassés. Et clairement, toutes ces représentations rupestres appartiennent à des époques différentes, donc probablement des populations très différentes les unes des autres, et elles montrent toutes un même penchant, à savoir une sorte de glorification du gros gibier et une absence d'intérêt pour tout le reste. Et ces grottes ornées ne sont pas simplement que magnifiques, elles le sont, mais elles sont une sorte de première preuve, premier témoignage des préjugés culturels à l'égard de la biodiversité. Si on s'intéresse à la définition du mot préjugé, il faut bien comprendre que préjugé n'est pas que négatif. Dans cette définition donnée par Alain Rey, ce grand spécialiste de l'histoire de la langue française, il explique que préjugé a longtemps été le synonyme de fait, d'opinion, d'indice. Et avant de disparaître, ce sens a disparu au profit des opinions bonnes ou mauvaises que l'on se faisait à l'avance. Et en fait, c'est ça la notion même de préjugé qui a remplacé le mot préjudice, et je trouve que le mot préjudice est encore plus fort, c'est d'avoir une opinion déjà bien arrêtée sur les choses, opinion, encore une fois, qui peut être positive ou négative. À l'égard d'insectes, cette opinion est souvent, pour la plupart des gens, négative. Vous allez me dire, le fait de s'intéresser à la nature devrait nous immuniser face aux préjugés. En fait, si on regarde les couvertures des magazines dédiés à la nature, là c'est des magazines anglo-saxons, mais enfin britanniques pour... Non, non, il y a canadiens également. Mais en fait, les magazines français seraient à peu près similaires. Ben, on se rend compte qu'il y a quand même une surreprésentation des mammifères, des grands mammifères, avec une exception par rapport aux grottes préhistoriques, c'est un engouement pour les oiseaux qui a déjà d'ailleurs connu une évolution. D'abord, on s'est intéressé on a surtout valorisé au 19e siècle les oiseaux chanteurs, les petits passereaux des jardins. Avant, au 20e siècle, et péniblement intégré dans cet intérêt, dans cette valorisation, les rapaces. Et quand on regarde la diapositive d'après, j'avais pris sur un an dans une belle revue éditée par la BBC sur la faune sauvage, c'est quand même très, très mammifère. Alors en fait, si on regarde dans les petites vignettes qui accompagnent, on peut avoir la chance, enfin assez maigre, de voir d'autres choses. Alors certes, dans les pages, on parle pas que de mammifères et d'oiseaux, mais quasiment. Ces préjugés, on va les retrouver partout. Par exemple, dans la littérature jeunesse, on s'est intéressé sur les personnages principaux des livres pour enfants, sur une sélection de 2400 titres. Eh ben, on se rend compte que ce ne sont que des vertébrés. Et je ne sais pas si vous avez vous remarqué autre chose dans cette liste, c'est qu'il s'agit beaucoup de grands prédateurs, à savoir le loup, le chien, le chat, l'ours, le renard, le tigre, le lion, le crocodile, etc. Alors il y a certes
quelques non-mammifères dans cette sélection, comme la grenouille ou le crocodile. Il y a même une chouette, une poule qui s'est égarée, mais ça reste quand même extrêmement centré sur les grands mammifères. Donc on se rend compte que, en fait, d'une certaine façon, les préjugés que l'on voit aujourd'hui ne sont pas fondamentalement différents des préjugés qu'on voyait déjà à la préhistoire sur tous les continents. Si on continue cette observation, on peut se dire, bon, certes, on a vu que les naturalistes n'échappaient pas forcément aux préjugés, mais peut-être que les scientifiques, eux, ils sont insensibles. Après tout, ils étudient de façon objective le vivant. Il n'y a pas de raison qu'il soit entaché, marqué par cette question des préjugés. Là, je vous ai fait un petit graphique très simple. C'est la répartition des espèces connues de façon, encore une fois, très, très schématique. On connaît beaucoup d'invertébrés, 79%, pas mal de plantes, 18%, et les vertébrés représentent dans les espèces connues seulement 3%. Et maintenant, on va regarder la répartition des publications scientifiques. Les plantes, c'est à peu près pareil, 18% d'espèces connues, 20% de publications sur les plantes. Mais la grande différence, c'est vertébrés et invertébrés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de scientifiques qui travaillent sur des grosses bêtes que sur des petites bêtes. Et ça va avoir énormément de conséquences. Mais ça veut dire, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que les scientifiques eux-mêmes n'arrivent pas à échapper à ces préjugés. Alors il y en a qui échappent très bien, il y a des entomologistes, des arachnologues et d'autres spécialistes d'invertébrés, mais globalement, si on regarde la masse de gens qui se décident à faire de la zoologie leur métier, c'est essentiellement des gens qui se tournent vers les grosses bêtes. Ça a des incidences multiples. Je vais vous en donner quelques exemples. On s'est intéressé au degré de connaissance des espèces sauvages importées aux États-Unis. Alors pourquoi je me base sur des chiffres récoltés aux États-Unis? C'est tout simplement parce qu'ils font un très bon boulot et on a des chiffres extrêmement précis qui manquent terriblement en France. Le service des douanes aux États-Unis est particulièrement rigoureux par rapport à ce qui est introduit sur leur territoire. Donc là, c'est les espèces sauvages importées et on regarde quelle est la précision de l'identification des espèces introduites. Je m'explique. Imaginez un aéroport, arrive un avion commercial, dans ses soutes, il y a une caisse avec des animaux, par exemple, dedans. Est-ce que les douanes sont capables d'identifier à l'espèce près ces animaux, ou est-ce que c'est beaucoup plus flou? Et vous allez voir, le flou est quand même assez saisissant. C'est-à-dire que sur toutes ces espèces introduites, il y en a 13% qu'on identifie de façon précise. Le genre est connu dans 11%, ensuite, la famille 11%, la classe et l'ordre, et on se rend compte que dans certains cas, on ne connaît même pas, c'est le dernier petit bout qui nous manque, on ne connaît même pas l'identité exacte des espèces, des organismes vivants qui sont introduits aux États-Unis. Ça a plein de conséquences. Ça veut dire que lorsqu'arrive par exemple un conteneur, alors bien évidemment, ça ne se pose pas pour les singes. Quand un singe est introduit aux États-Unis, c'est assez facile à identifier. Mais quand c'est un conteneur rempli, par exemple, de coquillages ou rempli de papillons, eh bien, en fait, les douanes ne savent pas exactement ce qui est importé. Ils savent au mieux que c'est un papillon, au mieux que c'est un coquillage, et l'importation se fait. Autrement dit, ce degré d'ignorance est vraiment catastrophique, parce que ça veut dire qu'on peut facilement voir commercer des espèces qu'on est incapable d'identifier. Il peut s'agir d'espèces possiblement envahissantes, vectrices de pathogènes ou en voie d'extinction et à ce titre tout à fait menacées. Donc on voit que
ces préjugés qui sculptent notre savoir scientifique peut avoir des conséquences majeures sur la protection de la nature. Je vous donne un autre exemple beaucoup plus rapide, c'est la répartition des fonds. Et là aussi, ça traduit des préjugés, alors cette fois qui ne concernent pas les invertébrés, mais les plantes, qui sont victimes, elles aussi, de préjugés assez particuliers. Par exemple, on sait que, toujours aux États-Unis, toujours parce qu'on a des statistiques extrêmement précises, les listes fédérales d'espèces sont constituées pour la moitié d'espèces menacées, pour la moitié de plantes. Eh bien, quand on regarde les budgets, seule une toute petite quantité concerne effectivement des plantes. Et là, on se rend compte, c'est notre forme de préjugés. Et ça a une conséquence. Si on regarde, alors je sais que c'est pas du tout lisible pour vous parce que c'est tout petit, mais peu importe, l'important c'est le nombre de points, de lignes, etc. C'est la carte, c'est la répartition géographique des oiseaux disparus depuis 1500 sur la planète. On se rend compte que l'essentiel des oiseaux disparus sont disparus dans des îles. Les îles du Pacifique, les îles de l'océan Indien ou même de l'Atlantique. Il y a relativement peu d'oiseaux disparus sur les continents. Et on se rend compte qu'effectivement, l'impact de l'homme sur la faune des oiseaux est tout à fait considérable. Maintenant, on va regarder la même carte, mais cette fois, c'est sur les invertébrés. Et là, il n'y a quasiment rien. C'est absolument fascinant. Alors certes, il y a beaucoup de choses aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'effort de recherche est depuis longtemps extrêmement important. Et on n'a quasiment rien. Ça ne veut pas dire que les invertébrés n'ont pas disparu. Simplement, on n'a pas consacré assez d'études pour savoir s'ils ont disparu. Si on revenait à la diapositive précédente sur les oiseaux disparus, il faut savoir que lorsqu'un mammifère ou un oiseau disparaît, qu'une espèce s'éteint, eh bien en fait, il y a plusieurs parasites qui vont s'éteindre avec lui. Des poux, des punaises, des morpions, spécifiques à cette espèce qui ne vivent nulle part ailleurs. Et ça, c'est quelque chose dont on est absolument certain. Ça veut dire que ces dizaines et dizaines d'oiseaux disparus ont entraîné à chaque fois 2, 3, 4 extinctions d'espèces et ça n'a jamais été documenté. Jamais. Pourquoi? Parce que les préjugés étant ceux qu'ils sont, on s'intéresse bien moins aux petites bêtes et notamment aux parasites. Alors, avant de s'intéresser à la question de la place des insectes dans l'histoire humaine, il faut bien comprendre qu'il y a une situation tout à fait particulière des insectes qui n'est pas, par exemple, identique ou similaire à celle des oiseaux. La plupart des ornithologues professionnels sur Terre travaillent dans le domaine de la protection des espèces, tandis que la plupart des entomologistes professionnels travaillent dans le contrôle des insectes. C'est une situation totalement asymétrique. Et sans dit long, alors cette fois, non pas tant sur les préjugés, même s'ils ont pu alimenter un petit peu cette différence, que sur la différence de situation que posent les insectes par rapport aux oiseaux, encore une fois, pour prendre un exemple comparatif. Effectivement, si on regarde la place des insectes dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a trois éléments qu'on peut repérer, à savoir le rôle des insectes dans les maladies infectieuses, qui ont pesé un poids considérable dans l'histoire humaine. Il y a le rôle des insectes comme ravageurs des cultures, qui là aussi a eu des conséquences absolument considérables, et le poids nettement plus faible, on va le voir,
des insectes utilisés de façon utile, comme par exemple dans l'alimentation. Alors, un rappel, parce qu'il ne s'agit pas là de faire un cours sur l'entomologie médicale, mais juste pour rappeler, par exemple, que l'une des pires maladies impliquant un insecte sur Terre est sans doute le paludisme. Ce paludisme repose sur une biologie impliquant trois organismes vivants différents, des êtres humains, des moustiques et des protozoaires qui vont être transmis par ces moustiques. En fait, le moustique va se nourrir régulièrement sur des êtres humains et ce faisant, il va injecter à l'être humain des plasmodiums, ce protozoaire responsable de la maladie, et le plasmodium va se multiplier, se nourrir de l'être humain, lui aussi. Ça explique la mortalité liée au paludisme. Et plus tard, notre moustique va repiquer cet être humain, récupérer ce plasmodium qui aura comme ça, grâce au sang humain, continué sa croissance. Et la fin de la reproduction va se faire dans le corps de l'insecte. Il faut bien voir que la répartition est complètement, comment dire, la situation est très différente puisque le moustique n'est pas malade du plasmodium, contrairement aux êtres humains qui peuvent en mourir. Et effectivement, au regard de l'histoire humaine, ça a été un impact considérable. Il faut savoir qu'on a acquis le paludisme, toutes les formes de paludisme, il y en a 5 actuellement connues, auprès de singes, de grands singes, et notamment la forme la plus agressive de paludisme, c'est Plasmodium falciparum, qui a été très probablement acquise il y a 5 à 10 000 ans, lorsque l'agriculture s'est développée en Afrique centrale, il y a eu un changement des écosystèmes. Ce changement des écosystèmes a conduit en fait à l'émergence d'un plasmodium nouveau qui affecte que l'être humain, falciparum, à partir d'un ancêtre qui vivait dans le corps des chimpanzés et des gorilles. À partir de là, les voies commerciales ont transmis des êtres humains, en fait, porteurs du parasite, ont été en Afrique du Nord, via les routes commerciales transsahariennes. Et de là, il y a eu une diffusion à l'ensemble du bassin méditerranéen et vers l'Asie, et puis après vers les Amériques. En fait, c'est une maladie qui a eu un impact au cours de l'histoire absolument considérable et même les statistiques les plus récentes montrent, et c'est des chiffres d'ailleurs qu'il faut que je réactualise parce que la lutte est extrêmement efficace avec pour la première fois enfin l'espoir d'avoir un vaccin. En 2015, il y avait 429 000 morts pour 212 millions de personnes infectées, essentiellement en Afrique. Et ce chiffre était beaucoup plus élevé auparavant, parce que quand on remonte le temps, on se rend compte, et vous allez voir l'effort de lutte contre le paludisme. En 2000, on était à 839 000 morts, et encore plus avant, dans les années 80, on était à 3 millions de morts. Autrement dit, l'impact des insectes vecteurs de maladies sur l'histoire humaine, encore une fois, a été très important. Autrement dit, cette répartition cette situation très différente entre l'ornithologie professionnelle plutôt consacrée à la protection des espèces et l'entomologie professionnelle plutôt consacrée à la gestion des espèces s'explique par ce rôle-là. Alors bien sûr, on a l'impression que les maladies infectieuses appartiennent au passé, mais ça, c'est oublier le poids qu'elles ont pu avoir au fil du temps. Là, par exemple, pour les États-Unis,
l'Europe présenterait à peu près des statistiques similaires. Les maladies infectieuses en violet étaient l'une des causes pratiquement majoritaires de mortalité au début du XXe siècle, et dans les années 90, ces maladies infectieuses se sont réduites à presque rien. Je vous ai parlé de cette place importante des insectes vecteurs de maladies dans l'histoire humaine. Il faut bien imaginer qu'il s'agit d'une toute petite poignée d'espèces par rapport à l'ensemble des espèces d'arthropodes. C'est vraiment très très peu de choses, mais l'impact de ces quelques espèces sur l'histoire humaine a été majeur. Un autre impact majeur, c'est le rôle des insectes comme ravageurs des cultures. Là aussi, il faut aborder les choses frontalement. Et je vais vous donner un exemple assez peu connu en France, mais qui est extrêmement bien documenté. C'est le cas de la spongieuse ou Bombyx disparate. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, les élevages de vers à soie sont affectés par une maladie, et on cherche des candidats possibles pour remplacer le ver à soie par d'autres espèces de papillons. Aux États-Unis vit un Français, Trouvelot, qui a l'idée de rapporter d'un voyage en Europe des papillons, de les élever dans son jardin et pour essayer de voir s'ils pouvaient devenir des remplacements. Et c'est une histoire qui va très mal se terminer. Il faut savoir que Trouvelot va avoir une carrière aux États-Unis où il espère devenir naturaliste professionnel. Et en fait, comme ça se passe assez mal, il se détourne de l'entomologie, revient en France et se consacre à l'astronomie, et il finit par avoir un poste à l'observatoire de Meudon. Alors, on va s'intéresser à cette spongieuse. C'est un papillon de nuit qui a, comment dire, un impact important, puisqu'on estime que c'est l'espèce introduite qui a coûté le plus cher en termes de lutte contre les espèces introduites en Amérique du Nord durant toute l'histoire. Alors, encore une fois, c'est très documenté, c'est ça qui est absolument fascinant. On sait, par exemple, on a des images du domicile de Trouvelot, y compris le jardin où il élevait ses papillons qui, bien sûr, se sont échappés, comme toujours. On a même des photographies de la première rue où ces papillons vont causer des ravages. Alors ça, c'est une photo prise en hiver, les arbres sont dénudés, mais je vais vous montrer une autre photo après. Au début du XXe siècle. Là, c'est une forêt où sont passées la spongieuse, et c'est une forêt prise en été, parce que vous voyez dans le second plan, il y a des arbres chargés de feuilles, et en fait, la chenille consomme les feuilles en abondance, au point de faire disparaître la totalité du feuillage de l'arbre. Et si l'arbre ne meurt pas suite à cette défoliation, il y a des chances assez importantes qu'il soit sensible aux maladies et finisse de toute façon par en mourir. Alors la lutte s'organise très très tôt contre ça. D'abord, on pense racler les arbres pour éliminer cette chenille, y compris de façon absolument folle, comme cette très belle image où on voit effectivement euh, des ramassages se faire extrêmement haut dans les arbres. Une autre façon de faire, c'est la diapositive d'après, c'est de mettre des pièges sur les troncs, parce que les chenilles en fait changent d'arbre en passant par le sol, et on espère ainsi empêcher qu'elles atteignent les arbres. Une autre solution également qui a été expérimentée, c'est le lance-flamme, et ça marche parce qu'effectivement,
au bout d'un moment, quand on l'utilise suffisamment, on a ceci comme paysage, et là, les arbres ne sont pas touchés. Alors, c'est pas un gag, hein, c'est pas une photo que j'ai mise, c'est vraiment le même ensemble de photographies pour montrer que là, avant, il y avait une forêt, et que pour lutter contre, contre la chenille, on a fini par détruire la totalité de la forêt. Et puis, surtout, ce qui est beaucoup utilisé à cette époque, c'est des pesticides à base d'arsenic. Et on va assister à une floraison dans les revues d'agronomie de cette époque sur des moyens de pulvérisation de produits chimiques à base de kérosène et surtout d'arsenico. euh, des choses qui se font d'ailleurs déjà pour d'autres insectes que pour la spongieuse. Alors très rapidement, parce que c'est pas le but, ça c'est différents stades de la chenille, et ça montre simplement la femelle et les pontes. Et après, c'est la liste des arbres qui sont attaqués par les chenilles, environ 300 espèces. Et voici les conséquences réelles. Ça, c'est après le passage des chenilles. Il ne reste pas grand-chose. Et je vais vous montrer une photographie aérienne. Là, les parties brunes de ces collines, ce n'est pas des arbres qui sont... c'est pas en automne, ils sont juste défoliés à cause du passage d'une attaque de chenilles spongieuses. Finalement, on a réussi à contenir un petit peu l'expansion de cette chenille avec beaucoup d'efforts. C'est toujours sur surveillance. On installe des pièges pour repérer en fait l'éventuelle arrivée dans un territoire indemne de cette chenille. Et bien sûr, après, on passe avec des épandages. C'est encore une fois une face noire lorsqu'on s'intéresse aux insectes. Et l'une sans doute des étapes, enfin des moments historiques les plus impressionnants, ça a été le phylloxéra causé par un insecte venant des États-Unis qui a tué quasiment la totalité de la vigne européenne. Il faut savoir qu'en 1880, on estime qu'1 million de vignes a été détruite en France et qu'il en reste juste 25 000 hectares. Donc 1 million d'hectares détruits, 25 000 hectares ont survécu. Et vous connaissez, j'imagine, comment on a pu faire survivre la vigne en mettant des pieds de vigne américains comme porte-greffe et en greffant dessus les vignes européennes. Mais le phylloxéra est toujours présent, et si on plante de la vigne sans ces porte-greffes, elle se fait immédiatement attaquer. Donc, vous voyez, les choses sont sérieuses. En parallèle, les insectes occupent une place positive relativement faible dans l'histoire. Il y a bien sûr la question de l'alimentation. Ça, je vais vous donner très vite quelques éléments quelques éléments, mais on estime que 1000 à 2000 espèces d'insectes sont consommées. Ça représente quand même 3000 groupes ethniques, soit 80% des pays. Là, c'est les marchés qu'il peut y avoir où on voit des sauterelles, des chenilles, des scorpions, des coléoptères. Là, pareil, à Bangkok. Ça, c'est en Afrique. Avec des sandwichs de chenilles au Mexique. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai encore deux autres, des brochettes de scorpions et des araignées frites. Là, c'est la répartition du nombre d'espèces consommées, et on voit qu'en fait, les insectes sont quasiment pas consommés en Europe. D'ailleurs, ça a longtemps pesé sur les programmes alimentaires mondiaux parce qu'on reproduisait les préjugés, pour le coup, concernant l'entomophagie européenne en ne donnant pas forcément une place à la consommation d'insectes. Mais cette consommation d'insectes est toujours marginale. Elle constitue jamais, en fait,
l'essentiel de l'alimentation des peuples, sauf dans de très rares cas et suivant des périodes de temps réduites sur l'année. En général, c'est une consommation extrêmement marginale. C'est plutôt des friandises, une gourmandise, mais pas un aliment de base. Et en fait, dans d'autres domaines, on va se rendre compte qu'on est toujours face à ces, comment dire? Dans d'autres domaines d'intérêt positif pour les insectes, face à ces utilisations marginales. On peut penser à la soie. La soie n'a jamais habillé, à part la noblesse, mais ça a été un comment dire? Un produit économiquement important, mais ça c'est pas quelque chose qui a pesé sur l'histoire humaine. Et tout ça, ça permet d'aborder la question des pesticides un petit peu, différemment. Il faut savoir que, cette lutte contre les insectes s'inscrit dans un passé, encore une fois, qui relève pas du préjugé abusif, relevant de l'imagination. Les insectes ont vraiment posent encore parfois de gros problèmes de santé ou de nourriture, et on en trouve bien sûr la trace, dans la Bible. C'est l'une des plaies d'Égypte, heu, qui va être, en fait, pour punir, l'Égypte. Dieu, envoie des essaims de sauterelles, ravager les cultures, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a souvent frappé l'imagination, à savoir cette capacité reproductive des insectes absolument, infinie. Et depuis toujours, on a cherché à développer des moyens de lutte, contre ces insectes. Alors, je vais vous en donner rapidement quelques exemples. Le feu contre les essaims de criquets, des utilisations de certains produits, comme des décoctions d'absinthe, d'héliotrope, de laurier, de cyprès, qui sont parfois relativement efficaces. La cendre, le savon, efficace parce que ça ça étouffe, les insectes, ça les fait mourir. Puis des choses beaucoup plus, irrationnelles comme le sang d'ours, les crânes que l'on enterre dans les cultures. C'est encore une pratique que l'on observe aujourd'hui dans certaines formes hem, de de culture. Et des procès ecclésiastiques. Alors ça, c'est une grande curiosité. Il y a eu toute une série de procès impliquant des animaux entre le XIIe siècle et le XVIIe siècle, et c'est pas des procès, qui se font, c'est des vrais procès. Par exemple, on a des témoignages de procès contre des insectes qui ravagent des cultures. Il y a certes un procureur, un président du tribunal, mais il y a aussi un avocat qui prend la défense des insectes. Et dans un cas que j'ai étudié, ce procès se termine par un jugement quand même pas si négatif que ça à l'égard des insectes. C'est-à-dire les insectes, sont autorisés à rester dans un champ qu'on va leur donner, et ils ont l'interdiction, puisqu'on leur donne ce champ, d'aller manger dans les cultures qui se trouvent à côté. Je ne sais pas si ça a été efficace, mais c'est un procédé de médiation, et on se rend bien compte que les relations comme ça avec ces animaux ont toujours été très complexes et très contradictoires. Bien sûr, il y a des formes plus récentes. Alors, les la guerre contre les hannetons, qui ont donné lieu à tout un imaginaire, culturel avec des chansons, et cetera, et les hannetons ont été effectivement, c'est l'un de ces gros, objets espèces qui ont vraiment qui ont fait peur au fil du temps. Heu, Face à cette, réalité, on s'est donc mobilisé très tôt. En fait, dès le 19e siècle, on développe, à la fin du 19e, des méthodes utilisant des produits à base arsenic, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tel point,
l'engouement est tel qu'à tel point il y a certaines terres cultivées qui sont devenues impropres à la culture à cause des quantités d'arsenic qu'on a relâchées dans le sol. Mais le grand succès, le grand tournant a lieu après la Seconde Guerre mondiale avec la diffusion du DDT qui va connaître un engouement considérable parce que c'est une molécule facile à produire, facile à utiliser. Forcément, on a l'habitude de décennies d'utilisation d'arsenic via des procédés divers, y compris par avion depuis la Première Guerre mondiale. Et ce DDT, en fait, s'insère dans un monde agricole déjà largement convaincu de l'utilisation des pesticides. Il faut savoir que ces pesticides qui émergent au XIXe siècle émergent essentiellement aux États-Unis et ce n'est pas du tout sous l'influence des grandes industries chimiques parce qu'il n'y en a pas aux États-Unis à cette époque. La totalité des produits chimiques consommés jusqu'à la Première Guerre mondiale sont importés d'Allemagne. Et c'est à cause de la Première Guerre mondiale et du blocus, les importations ne peuvent plus se faire et là, on voit se développer les grandes industries chimiques d'aujourd'hui. Donc, au XIXe siècle, la fascination des agriculteurs ne doit rien à une force obscure qui viendrait du fin fond du capitalisme pour expliquer leur engouement pour la chimie. C'est vraiment quelque chose qui est porté, qui est demandé par le monde agricole américain. Et les scientifiques sont assez sceptiques sur l'intérêt de ces produits à base d'arsenic et pourtant ils vont se plier à la demande du monde agricole et répondre petit à petit à ces exigences. Lorsqu'arrive une nouvelle molécule, je dirais une nouvelle vague de molécules après la Seconde Guerre mondiale, et notamment d'abord et avant tout le DDT, qui va être la molécule la plus importante de cette époque, il faut imaginer que ça va susciter un engouement considérable dans un monde agricole déjà convaincu par les bienfaits de la chimie. Encore une fois, ce n'est pas l'industrie qui a convaincu les agriculteurs, c'est les agriculteurs qui ont largement partagé cet intérêt. Le DDT fait l'objet d'un très grand nombre de publications et ce qui est fascinant, il commence à être commercialisé en 1945 et bien dès 1944, il y a des scientifiques qui alertent des dangers des pesticides. Parce que si le DDT est capable de tuer tous les arthropodes, eh bien, comme dit cet article d'un zoologue qui travaille à Philadelphie, eh bien, en fait, il n'y aura pas de bonheur dans un monde sans insectes. Et ce qui est fascinant, c'est que ces alertes très très précoces sur les dangers d'utilisation irraisonnée des pesticides va être totalement, va susciter pratiquement aucun écho dans le grand public. Ce qui est fascinant, c'est de voir que ces pesticides ont largement été utilisés de façon très irrationnelle. Par exemple, l'engouement pour les produits à base d'arsenic au 19e ne s'est jamais reposé sur des publications scientifiques démontrant l'efficacité dans le monde agricole de ces molécules. Il s'agit d'analyses beaucoup plus courtes. On sait que tel produit tue tel insecte, ça suffit. Et par exemple, on va utiliser le DDT, alors de façon parfois assez folle, comme cette pulvérisation dans les rues d'une banlieue américaine où on voit des enfants jouer dans le nuage de DDT. On a des images similaires sur des plages. Et bien évidemment, c'est cette utilisation abusive, irrationnelle en grande partie, va provoquer des désordres de plus en plus évidents qui sont étudiés dès le début par des scientifiques. Ça a été étudié. Et il a fallu attendre la parution en 1962 d'un ouvrage extrêmement important, Printemps silencieux de Rachel Carson, pour changer complètement le paysage. C'est un livre qui a un succès immense. Et pour dire trois choses sur ce livre, Rachel Carson n'est pas une lanceuse d'alerte au sens littéral du terme. C'est une scientifique qui va faire dans cet ouvrage
œuvre de vulgarisation scientifique. En fait, l'ouvrage en anglais paraît avec une bibliographie qui a été amputée dans la traduction française de 63, et elle fait la synthèse des connaissances qu'elle va donner à un grand public. Il faut savoir, ça c'est le deuxième élément important, que Rachel Carson est extrêmement connue. Elle a fait paraître plusieurs livres sur la vie dans les océans qui ont connu un succès phénoménal. Son deuxième livre va rester en tête des ventes du New York Times durant plus d'un an, par exemple. Elle a été lue par des dizaines de millions d'Américains, et bien sûr, quand son livre va paraître, elle va utiliser sa notoriété au service de cette cause. Elle va d'ailleurs demander assistance de grands scientifiques pour chaque chapitre, pour chaque information qu'elle va délivrer. Et troisième information, à partir de là, effectivement, il va y avoir une mobilisation extrêmement importante contre les pesticides. Nixon et son gouvernement, les républicains ont beaucoup changé aux États-Unis. Les républicains vont installer une agence pour la protection de l'environnement et vont bannir le DDT. Et pourtant, la production et l'usage de pesticides n'a jamais diminué depuis l'apparition de ce livre. Parce que c'est le troisième élément que j'aimerais souligner dans l'œuvre de Rachel Carson, il y a un défaut majeur qui est elle s'intéresse en fait à la molécule de DDT, elle l'analyse d'un point de vue très biologique, ses conséquences, sa dissémination, son impact sur la faune, sur l'entomofaune, mais pas seulement, et elle alerte des dangers que ça représente. Mais elle s'intéresse qu'à la molécule, elle ne s'intéresse pas aux raisons sociales, économiques, politiques, culturelles qui expliquent cet engouement pour cette chimie. C'est totalement absent de son livre. Et d'ailleurs, c'est totalement absent de beaucoup de gens qui militent contre les pesticides. On s'intéresse aux conséquences, on ne s'intéresse pas aux causes expliquant pourquoi socialement on utilise des pesticides. Et ça, c'est une vraie question. Quand on parle de préjugés, on pense souvent aux préjugés qui dévalorisent euh, euh, dévalorise en fait les insectes, mais il y a une autre forme de préjugé qui consiste à éviter d'aborder les questions sociales qui sont contenues à l'intérieur des questions environnementales. Et la question des insectes en est un bon exemple. Ce qui est absolument fascinant quand on étudie les causes, justement, ce qu'avait fait Rachel Carson, les causes de l'effondrement de l'entomofaune, on se rend compte que, par exemple, les causes sociales sont relativement importantes. Alors là, ça porte sur les vertébrés et les plantes. Je suis désolé, on n'a pas d'études spécifiques sur les invertébrés. On se rend compte que la densité humaine, la gouvernance environnementale, c'est comment l'environnement est réglé dans un État. La richesse par habitant pèse bien moins que les inégalités sociales. Ce qui est frappant, c'est que plus un pays est inégalitaire et tend à être inégalitaire, moins il va gérer de façon avisée la biodiversité et d'une façon générale d'ailleurs toutes les ressources naturelles. Euh, c'est quelque chose qui est important parce que là, on voit bien l'importance qu'il y a à étudier ces questions d'un point de vue des sciences humaines et sociales. La biologie est importante, mais elle ne suffit pas. Elle a ses limites, ses grosses limites. Et il faut vraiment, en fait, élargir le champ le plus possible pour essayer de comprendre, en fait, comment se fait ces relations à la nature aussi compliquées et contradictoires. Je vous remercie. Bah, merci beaucoup Valérie pour cette présentation très intéressante et très claire. Alors je vais faire dans l'ordre chronologique des quelques questions qu'on a eues dans le chat. Donc Hubert demandait au tout début de ta présentation, il demandait peuple premier ou peuple précédent. Je ne sais plus si tu te rappelles à quoi J'ai faisait parlé référence cette de question peuple exactement. premier, mais par contre, je ne comprends pas sa question. Ouais, la question, c'est Mm. que dans le monde nord-américain, on parle beaucoup de First Nations ou des peuples premiers, mais c'est quand même une vue
pas très rigoureuse parce que dans plein d'endroits, il y a eu plein de précédents. Ah bah Et oui, oui, donc, c'est clair. et le peuple premier, c'est en général le peuple précédent. Et même quand on regarde une situation comme la Nouvelle-Calédonie actuellement, le peuple kanak est pas le premier, il y en avait déjà des avant. Donc, Ah oui, je suis bien d'accord. Le peuple premier, en fait, il faut le comprendre d'une autre façon qui est un peu, qui peut ouvrir des débats, extrêmement longs. C'est en fait, c'est considéré comme le peuple premier avant l'arrivée des Européens. C'est l'avant-dernier, oui. bon, C'est clair que les peuples premiers ne sont pas premiers. Et en Europe, dans ce cas-là, il y aurait un peuple premier, ça serait les Albanais, parce que je pense qu'avant eux, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'êtres humains, vu que c'est une langue non indo-européenne. Oui. Vous avez une autre question, Hubert. Préjugés ou objets d'intérêt? Est-ce que vous voulez peut-être préciser votre oui, question? oui, quand vous faisiez le commentaire de on s'occupe des oiseaux de façon positive, des insectes de façon négative, est-ce que c'est un préjugé ou simplement c'est un bien d'intérêt? On s'occupe du gros gibier parce que c'est ce qui nourrit, on contrôle les gens qui sont en Non, compétition. Donc c'était non, je non, j'ai travaillé sur l'histoire de la protection des oiseaux et je peux vous assurer qu'il y a une émergence très, très, très nette au XIXe siècle d'un préjugé culturel, alors là, pour le coup, positif à l'égard des oiseaux, tout en ayant d'ailleurs un préjugé négatif à l'égard des insectes, parce que les deux questions sont liées et on voit dans les oiseaux un objet, comment dire, ah, une sorte de perfection du monde naturel qu'il faut sauvegarder, d'autant alors, il y a une dimension utilitariste, puisqu'on cherche à protéger les oiseaux insectivores, parce que c'est la seule défense que l'on a contre les insectes. Mais derrière, il y a vraiment une sorte il y a beaucoup de discours très, très valorisants. Par exemple, on considère au XIXe siècle que les oiseaux sont une sorte enfin les oiseaux nicheurs, les oiseaux chanteurs du jardin, comme le rouge-gorge par exemple, qui est très, très souvent cité, comme une sorte d'idéal de la famille bourgeoise. Le mâle et la femelle font une maison dans laquelle ils élèvent les petits, enfin, et c'est vraiment vécu comme ça. C'est pour ça, alors, pour le coup, c'est vraiment des préjugés. et les livres naturalistes, par exemple, bon, j'ai pas le nom en tête, mais il y a une collection qui fait des fac-similés de livres naturalistes du 9e siècle. On voit des choses sur les oiseaux nuisibles et les oiseaux, utiles. Donc c'est là où je me demande si le préjugé n'est pas la conséquence d'un objet d'intérêt. Non, c'est OK. l'irrationnel. Enfin, si votre question, c'est de dire que le préjugé s'appuie sur quelque chose d'irrationnel, en fait, et non quelque chose qui est suscité par une cause objective, dans le cas des oiseaux au XIXe siècle, c'est très, très largement quelque chose qui est non matériel. Vous voyez, c'est pas. OK, merci. Et au sujet des préjugés, d'ailleurs, Sarah nous disait: «Ces préjugés se voient même en licence SVT, biodiversité et écologie. Le programme traite énormément des vertébrés botaniques, Hmm. mais les invertébrés n'étaient quasi pas traités». Bah, j'ai Donc vu c'est aussi un article intéressant, paru comme une analyse critique du film Avatar, Le peuple de l'eau, je crois que c'est le titre, le nouvel avatar d'Avatar, dans lequel en fait c'est très tourné, pensée positive, les relations des organismes vivants entre eux, sauf les poissons. Les poissons sont bouffés par tous et tout le monde s'en fout. C'est vraiment il y a un préjugé dans ce film à l'égard des poissons. Tout ce qui ressemble à des mammifères marins, là, c'est super positif. On a des relations pacifiques avec eux, mais les poissons, on peut les manger, ça n'a strictement aucune importance. Et les oui, c'est intéressant poissons, de voir ça aussi, dans la oui, mais en science-fiction, fait, il faut comment comprendre c'est que les traité. préjugés, c'est pas mammifères, enfin vertébrés, invertébrés, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire même chez les vertébrés, il va y avoir des groupes moins intéressants que d'autres. Par exemple, les sciences vétérinaires ont longtemps été totalement inexistantes concernant les poissons, parce qu'un poisson malade, on le jette, on le soigne pas.
L'idée de soigner un poisson qui est malade, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et ça, c'est des formes de préjugés actifs qui vont en fait... et pour répondre à la remarque précédente, qui est une remarque intéressante, c'est vraiment un préjugé irrationnel qui va se doter de raisons objectives, mais fondamentalement, c'est irrationnel, je pense. Merci beaucoup, à toutes et à tous, d'avoir participé à cette, deuxième session de webinaire. Encore désolée pour, les petits soucis techniques qu'on a eu au début. Rendez-vous, le 26 juin prochain, à la même heure à 18h30. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Et donc là, ça sera François Lasserre, qui est un vulgarisateur, auteur, conférencier et formateur, qui nous parlera des insectes et notamment, sur, la peur, des insectes, pourquoi on en a si peur. Bonne soirée.